Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés jeudi 30 octobre en Corée du Sud. C'était la première entrevue entre les présidents américains et chinois depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Première rencontre aussi depuis la guerre commerciale des droits de douane lancée par le président américain. La Chine lui avait tenu tête, une accalmie était peut-être nécessaire. Mais cette entrevue s'est aussi déroulée dans un contexte marqué par la menace d'une reprise des essais nucléaires américains. Car surprise, quelques heures avant de rencontrer Xi Jinping, Donald Trump a fait savoir qu'il avait demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos capacités nucléaires. Alors, Jean-Marie, Alain, je propose qu'on commence par l'aspect commercial de cette rencontre, parce qu'avec Trump, il est toujours question de business. En quoi a consisté l'accord trouvé entre les deux présidents ? Déjà, la surprise, c'est qu'on était parti pour une guerre de 100 ans entre les États-Unis et la Chine. Et que pour cette guerre de 100 ans, le président américain avait utilisé son arme favorite, qui est d'ailleurs sa seule arme en matière de politique économique, qui sont les tarifs. Donc il avait menacé et promis d'appliquer des tarifs absolument exorbitants à la Chine et aux produits chinois. Et puis le temps passe, les choses se déroulent, les discussions avancent, il redécouvre l'amitié du président chinois, et à l'arrivée, il n'y a presque plus rien en termes de droits de douane imposés à la Chine. D'abord parce que la Chine a des terres rares et que sans les terres rares, les progrès aujourd'hui de la technologie sont paralysés. Donc il faut des terres rares et la Chine a évidemment une arme considérable entre les mains avec cela. Mais pas seulement. Et donc en fait, Donald Trump menace beaucoup, fait beaucoup de bruit. Et puis à l'arrivée, on s'aperçoit que c'était comme avant. C'était avant les menaces, avant les proclamations, avant l'assurance que la Chine allait être écrasée par les droits de douane imposés par les États-Unis. Et puis au final, on revient à l'état antérieur. C'est la manière de Trump qu'il a d'agir. C'est évidemment surprenant. Et peut-être les Chinois, d'ailleurs, qui sont assez fins dans leur conduite diplomatique, avaient-ils anticipé cela parce qu'ils ne s'étaient jamais vraiment affolés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur le plan commercial. Et une des menaces qui pesait sur l'économie mondiale, c'était évidemment cette politique tarifaire à l'endroit de la Chine. Comme les choses ne se sont pas produites de cette façon, eh bien, le monde continue de s'organiser, de commercer, le commerce international continue de progresser, sans que, au fond, il y ait eu d'effets notables, notoires de la stratégie de Trump. Alain, la Chine l'a joué finement, comme le dit Jean-Marie Colombani ? La Chine l'a joué très finement. Et elle avait probablement plus de cartes que n'en avait Trump, et elle a très bien su les jouer. Pour finir, cette boucle qu'a évoquée Jean-Marie, je vous donnerai quelques marqueurs historiques. Le 2 avril, très exactement, jour de la libération, selon l'administration Trump. Donc Trump bombarde le monde entier de ce qu'il appelle ses droits de douane universels. Alors selon les pays, on se souvient de cela. Il bombarde notamment la Chine en disant, pour la Chine, les droits de douane seront de l'ordre de 145% sur les exportations chinoises aux États-Unis. Et le seul pays qui a tenu tête à Trump et qui lui a répondu au coup par coup, c'est la Chine. C'est Xi Jinping. 145%, eh bien nous on va vous mettre 125%. Autrement dit, le commerce s'arrête. Et naturellement, les Américains ont calé et on est entré dans une politique de relative concurrence commerciale ou concurrence en matière de droits de douane, puisque c'était grosso modo 57 à 47% de droits de douane selon les exportations chinoises. Les Chinois répliquant aussi, mettant 35 à 40% de droits de douane. Et puis, en dépit de ce qui avait ressemblé à une trêve, comme ça, une première trêve, les Américains ont continué une bataille qu'ils mènent, notamment depuis la présidence de Joe Biden, qui est d'empêcher l'exportation en Chine des microprocesseurs les plus sophistiqués et ceux qui sont les plus essentiels au développement de l'intelligence artificielle. Les deux pays se faisant une bataille pour la prépondérance mondiale
en matière d'intelligence artificielle. Et les Américains ont continué jusqu'à ce que les Chinois s'énervent. Et les Chinois disent, pour reprendre l'exposé de Jean-Marie, eh bien si c'est comme ça, nous avons deux armes devant lesquelles les États-Unis vont caler et vont plier. Ces deux armes, elles proviennent de la terre chinoise, elles ne proviennent pas d'autre chose. Les terres rares, ce sont les 17 composants de métaux précieux dont on a besoin pour la haute technologie. Les Chinois en ont à peu près 70% des réserves mondiales, si vous voulez, 60 à 70% de ces terres, mais surtout ils sont pratiquement l'unique raffineur, parce qu'il ne suffit pas d'extraire le métal, mais il faut aussi ensuite le raffiner pour produire une série, un spectre de 17 composants de métal, en fait, composants de métal, notamment des aimants, qui servent à tout dans les nouvelles technologies. Et ça, ils sont les seuls à raffiner. Les deux opérations, extraction et raffinage, étant extrêmement dommageables et compliquées pour l'environnement, donc extrêmemement coûteuses. Des terres rares, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Russie, il y en a en Australie, il y en a en Nouvelle-Zélande. La question, c'est est-ce que c'est facile à extraire? Ça va nous coûter une fortune et quid pour l'environnement? Tout le monde, en ce moment, est en train de se défendre face à ce quasi-monopole qu'ont les Chinois sur ce composant essentiel de la technologie. Et donc, on s'y met aussi. Alors, il y a un grand projet européen, il y a des projets aux États-Unis, bien entendu, mais rien avant 5 ou 10 ans, ou 5 à 7 ans. Et donc, les Chinois se sont fâchés. Et leur deuxième arbre, elle vient aussi du sol et de la terre chinoise. Enfin, plutôt, ils essayent de développer, à partir du soja, un certain nombre de produits dans l'agroalimentaire, etc. Et donc, ils ont décidé qu'ils n'achèteraient plus de soja aux États-Unis. Ils achètent 70% du soja qu'ils importent aux États-Unis. Donc, c'est pratiquement le débouché numéro 1 de la très puissante agriculture américaine. Et donc, ça se passe comme ça. Tu ne veux pas me donner tes microprocesseurs, je n'achète pas ton soja. Tu ne veux pas me donner tes microprocesseurs, eh bien, je ne te vends plus de terres rares. Ou autrement dit, j'impose à tous les exploitants de terres rares en Chine une licence à l'exportation. J'interdis à tous nos ingénieurs de travailler pour une société étrangère. Et je fais comme les États-Unis. Toute société étrangère à la Chine qui utilise des composants métalliques faits à partir de terres rares chinoises tombe sous le coup de la souveraineté chinoise et nous la sanctionnons si elle en exporte. Donc, vous voyez, un système d'embargo à peu près total sur la technologie mondiale. Vous voyez le puissant levier qu'ont les Chinois. Et là, effectivement, les États-Unis ont calé. Ils ont calé parce que le soja acheté par les Chinois, c'est 20 milliards de dollars, et Trump, qui se vantait d'avoir dans son électorat les agriculteurs américains, a été obligé de leur accorder une subvention d'État de l'ampleur de 20 milliards de dollars. Parce que les Chinois, eux, avaient une possibilité, une alternative. Ils ont acheté le soja au Brésil et à l'Argentine. Et avec quel argent l'Argentine a-t-elle développé le soja? Avec l'argent que Trump a donné au gouvernement ultra-libertaire, sinon libéral, de Milley. Et donc, aux États-Unis, ça a commencé à faire désordre et on a commencé à prendre la mesure des aberrations de ce qu'on pourrait appeler la politique économique de l'administration Trump. Donc, on en est où? Négociation. Eh bien, on suspend toutes ces mesures. Je suspends mon quasi-embargo sur les terres rares, dirent les Chinois, et les Américains disent on va vous vendre plus de microprocesseurs, et on rabaisse les droits de douane. Et on rabaisse les droits de douane, et on arrive à quel niveau? Pour ce qui concerne, en tout cas, les exportations chinoises aux États-Unis, 57 à 47%. C'est très élevé par rapport au reste de la moyenne. Mais vous comprendrez qu'on n'attaque aucun autre sujet faisant partie du conflit entre la Chine et les États-Unis. On se limite à ça. C'est, si vous voulez, une sorte de retour à la situation qu'on avait il y a un an. Oui, c'était une négociation très commerciale. Voilà, ça a duré 1h40. Il n'y a pas eu de déclaration de commune. Il n'y a pas eu de conférence de presse à l'issue de cette entrevue. C'était
mercantile, en fait. Et il n'y a eu semble-t-il, aucune discussion stratégique de fond, ni la guerre en Ukraine, ni la question de Taïwan, tout ça n'a pas été abordé. Pourquoi? C'était tout simplement pas le lieu, pas le moment, ou les deux présidents chinois et américains ne sont de toute façon pas au stade de discuter de ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de conférence de presse, comme d'habitude lorsque Trump se déplace à l'étranger ou lorsqu'il reçoit un chef d'État étranger à la Maison-Blanche? Parce que les Chinois ne veulent pas du cirque Trump, avec Trump décernant des certificats d'amitié à son ami Xi Jinping, etc. Le risque d'humiliation. Le risque d'humiliation, exactement. Le risque d'humiliation est de reproduire cette espèce de cirque inconvenant qui plaît tellement à Trump et sans doute à une partie de son électorat. Le deuxième point que vous mentionnez, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres sujets abordés. Là, on est au cœur de ce qui fait la relation entre les États-Unis et la Chine. C'est très singulier. Il y a peu d'exemples depuis la Deuxième Guerre mondiale d'une relation pareille. C'est une relation qui est caractérisée par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la conflictualité stratégique. Autrement dit, nous nous battons, les États-Unis, pour rester la puissance prépondérante dans le monde. Les Chinois, nous nous battons pour devenir la puissance prépondérante et imposer un nouveau système international. Ça, c'est la rivalité stratégique. Il y a des points de rivalité quotidiens où les aviations et les marines des deux pays se côtoient, se provoquent, font de la gesticulation. Grosso modo, c'est la mer de Chine méridionale. Et puis, il y a aussi la question de Taïwan. Donc, la conflictualité stratégique, c'est tous les jours. Tous les jours aux Nations Unies, les Chinois, avec les Russes et d'autres, mènent et font voter des résolutions, mènent des campagnes contre ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale sur le système international. On raconte pas beaucoup dans la presse, parce que c'est assez technique, mais c'est une véritable bataille politico-idéologique sur ce que doivent être les relations entre États au XXIe siècle. La deuxième caractéristique de cette relation sino-américaine, c'est l'interdépendance entre ces deux pays. Parallèlement à la rivalité stratégique, ils doivent apprendre à vivre dans une interdépendance économique. Je te tiens par mes terres rares, tu me tiens par tes microprocesseurs. Et il faut qu'on trouve un moyen de vivre ensemble. Et donc c'est toute la singularité de cette relation. Il n'est pas sûr que Trump sache la gérer ni la manipuler à l'avantage des États-Unis. Mais pour le moment, l'avantage des États-Unis semble avoir été effacé sur le plan commercial, puisqu'on est revenu pratiquement au point de départ. Mais il y a aussi un domaine où Trump a probablement fait une erreur stratégique majeure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où Donald Trump a moqué toutes les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et toutes les politiques de conversion au fond de l'économie à des impératifs qui sont des impératifs de l'environnement, de l'écologie, etc. Il a même utilisé des mots qui sont, j'allais dire, de parfaites injures pour toutes les industries et tous les pays qui mettent cela en avant, notamment l'accord de Paris, et ainsi de suite. Or, que fait la Chine? La Chine fait exactement le contraire, c'est-à-dire elle s'est placée au premier rang de l'adaptation d'un outil de production aux nouvelles normes et aux normes environnementales. Elle s'est placée au premier rang de la recherche sur ce qui peut en effet contribuer à une économie non prédatrice et une économie propre en quelque sorte, et donc déchargée de tout ce qui est polluant, de tout ce qui est aggravation, donc dans ce que l'homme produit, qui peut conduire à une aggravation de la détérioration, si j'ose dire, du climat. Et donc, on commence à voir poindre des zones de supériorité chinoise dans ce domaine. Or, les Chinois, comme ça fonctionne, c'est une économie planifiée, c'est une économie dirigée. Les Chinois ont décidé de faire porter leur effort là-dessus et ils vont aller vite. Ils vont même aller très vite et ils vont très certainement laisser les États-Unis dans ce domaine à quelques longueurs. Et donc, c'est un des éléments les plus stratégiques qui a été abandonné par Trump, qui s'est replié, comme il se replie d'ailleurs sur d'autres domaines scientifiques, grâce à son ministre de la Santé, qui est évidemment un personnage inénarrable et dramatiquement dangereux. Mais là, c'est ce que l'on observe, et donc la Chine est en train de construire son avance, qui laissera un moment loin derrière les États-Unis. Donc ça fait partie aussi de ce que l'on peut entreapercevoir de ce que sera le bilan de Trump, c'est-à-dire une Chine renforcée, et non pas une Chine affaiblie après le passage de Trump à la Maison-Blanche.
Je ne sais pas si ça figurera dans son bilan à Donald Trump, mais je le disais en introduction, cette rencontre sino-américaine s'est déroulée dans un contexte particulier, puisque le président américain a pris le monde de court en annonçant quelques heures auparavant que Washington allait reprendre ses essais nucléaires. Alors, ça a dû jeter un peu un froid, ou en tout cas une interrogation. Je propose de le citer pour qu'on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire. C'était sur son réseau social Truth Social. En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus commencera immédiatement. Alors, Alain, Jean-Marie, est-ce que vous voulez bien vous plier à une petite explication de texte si c'est possible, ou en tout cas, est-ce qu'on peut savoir à qui est-ce qu'il fait référence quand il évoque les programmes menés par d'autres pays ? Les comptes sont assez faciles à faire. Depuis 35 ans, aucun pays n'a procédé à un essai nucléaire. Aucun, jusqu'à aujourd'hui. Un essai nucléaire, c'est-à-dire l'ogive nucléaire. En revanche, toutes les puissances nucléaires, les États-Unis compris naturellement, testent leurs missiles chargés de porter les armes nucléaires, qu'il s'agisse d'engins basés à terre, d'engins au sol, sur les avions ou sur les sous-marins. Donc on teste les missiles. Mais les tests sur l'ogive nucléaire, on les fait de manière numérique, on les fait sur les ordinateurs du Pentagone. Et hors des États-Unis, il n'y a pas eu non plus d'essai nucléaire. Donc cette question que vous nous posez, elle a été posée au vice-président, au ministre de la Défense, qui veut se faire appeler maintenant ministre de la Guerre, et qui veut que chaque soldat américain ait une allure de playboy, Pete Hegseth. Ils ont été incapables de répondre. Et la réponse de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a été la suivante. Le post sur Truth Social, sur le réseau de Trump, se suffit. Le président est suffisamment clair. Il n'est pas clair du tout. On ne sait pas s'ils vont reprendre. Il ne s'agit pas de reprendre des essais sur des missiles, ils en font tout le temps. Des essais sur les ogives, on ne sait pas. La situation est la suivante, parmi les trois grands du nucléaire, c'est-à-dire que c'est le seul traité que respectent à peu près pour le moment les Russes et les Américains, et qui ne se soit pas effondré. Il ne faut pas oublier non plus qu'on vit une époque de prolifération nucléaire, faute de règlements internationaux et de respect des traités qui ont été signés. Mais en ce qui concerne les armes, les ogives, le nombre d'ogives auxquelles ont droit les États-Unis et la Russie, au terme du dernier traité qu'ils ont signé, c'est 1500 ogives chacun. Pour vous donner une idée de l'arsenal nucléaire chinois, c'est 500 ogives, mais qui progressent très vite. Et les Chinois ont dit, nous ne participerons à une négociation sur le désarmement nucléaire ou sur le contrôle des armes nucléaires avec les autres puissances nucléaires que lorsque nous aurons atteint le niveau soit des Russes, soit des Américains. Ils vont y venir. Trump le dit d'ailleurs, ils vont y arriver probablement assez vite. Donc, moi, je n'ai pas de réponse à votre question, Hélène. Je n'en sais rien. Je dirais comme le vice-président, je ne sais pas ce qu'a voulu dire le président. Peut-être une sorte comme ça de coup de bluff avant de rencontrer Xi Jinping. Il y a peut-être aussi un élément à chercher du côté de la Russie, parce que quelques jours auparavant, Vladimir Poutine, en tenue militaire, en treillis de soldats, avait longuement développé et rendu hommage au concepteur d'un missile réputé par le président Poutine évidemment invincible, indépassable, etc. C'est un missile à énergie nucléaire. Donc un missile par définition porte une ogive, mais en même temps celui-là a un moteur qui fonctionne avec de l'énergie nucléaire, donc il peut tourner de façon très longue et aller à des distances absolument invraisemblables. Et donc Poutine a beaucoup fait là-dessus. On se demande d'ailleurs si c'est un seul exemplaire qui existe de ce missile, mais en tout cas il l'a montré et il en a fait beaucoup de propagande pour lui-même. Et peut-être que Donald Trump a cherché un autre élément dans le domaine nucléaire qui puisse justement écarter ou faire oublier ce qu'avait dit Vladimir Poutine et reprendre un petit peu le dessus. Quand Vladimir Poutine a développé et a montré son fameux missile, la réaction de Donald Trump était une réaction salutaire d'une certaine façon et intelligente, consistant à dire Poutine a mieux à faire que tester des missiles, il devrait plutôt s'occuper de faire la paix avec l'Ukraine. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on peut considérer que peut-être Vladimir Poutine peut répondre à Trump, il a mieux à faire qu'à reprendre les essais nucléaires, il ferait mieux de s'occuper de l'ordre international plutôt que de tester, de participer ou de réouvrir une course aux armements
qui était maîtrisée jusqu'à présent, puisque Relativement maîtrisée, mais il y avait quand même un socle d'accords de contrôle réciproque qui faisait que c'était un petit peu la part raisonnable d'un univers qui ne l'est absolument pas, puisque vous avez cité le nombre de juifs en circulation, c'est absolument effrayant. Je veux dire, il faut aller voir le film de Catherine Bridgelow là-dessus, qui s'appelle La maison de la dynamite, qui consiste à dire, on habite une maison qui est en soi une charge de dynamite considérable. De fait, c'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la Russie, mais ça montre aussi la réalité de ce qu'est le suréquipement nucléaire de ces pays et de nos pays, et les menaces permanentes qu'elles font poser sur l'existence même de la planète. Merci Jean-Marie Courbani pour ces mots de la fin tout à fait rassurants. J'aurais préféré qu'on reste sur une critique cinéma. Un film à voir. Un film remarquable, absolument remarquable. C'est une fille qui fait vraiment des chefs-d'œuvre à chaque fois. Le précédent film étant sur les équipes de démineurs en Irak, impressionnant, excellent aussi. Et un autre avait été sur la traque de Ben Laden, qui avait été aussi l'œuvre des commandos spéciaux de la marine américaine. Allez voir les films de Catherine Biglow. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.